Alors évidemment, les bruits de bottes se multiplient. On annonce le déploiement de 10 000 soldats dans toute la France, ainsi que de nouvelles mesures antiterroristes. J'accueille sur ce plateau Gaëtan. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste des questions de police et de justice qui va nous parler justement d'antiterrorisme. Merci Xavier. Alors nous allons nous intéresser plus précisément à la principale arme juridique de lutte contre le terrorisme, le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et donc nous allons nous interroger sur ses effets. Alors pour ne pas qu'on m'accuse de plagier, je précise tout de suite que je m'appuie sur le rapport de l'ONG Human Rights Watch de 2008. Alors je brise tout de suite le suspense, je vais livrer le fond de ma pensée et de ce rapport. Ce délit est une porte ouverte à l'arbitraire, aux conséquences dangereusement contre-productives. Alors pourquoi ? Tout d'abord, la loi qui encadre ce délit ne précise pas la nature des liens reliant une personne à une entreprise terroriste. Il est donc arrivé à plusieurs reprises que des personnes soient arrêtées pour la simple raison de figurer dans le mauvais carnet d'adresses. Elles subissent alors le régime spécial de garde à vue réservé au terrorisme, qui est d'une durée de 4 à 6 jours, et dont le déroulement est simplement scandaleux pour un état de droit. Privation de sommeil, interrogatoire à répétition à toute heure du jour et de la nuit, menaces d'extradition vers des pays pratiquant la torture, et malheureusement des violences physiques. Et je ne parle pas de simples gifles, je parle de véritables passages à tabac. L'avocat ne peut intervenir qu'après la 72e heure de garde à vue, pendant seulement 30 minutes. Le droit de garder le silence n'est pas notifié, et les visites médicales sont fréquemment refusées. Alors, imagine-toi, Xavier, ce qui peut se passer dans la tête du pauvre type qui n'avait rien d'autre à se reprocher que de figurer sur le mauvais carnet d'adresse et qui a subi tout ça. Imagine les conséquences sur son rapport à la police, à la République et aux belles déclarations sur la démocratie. Alors une fois la garde à vue terminée, les suspects qui ne sont pas relâchés sont en général placés en détention provisoire. Donc la détention provisoire permet en général de conserver les preuves, par exemple d'éviter que des suspects fassent pression sur des témoins ou ne se concertent frauduleusement. Dans les affaires criminelles, la durée de détention provisoire est d'1 an maximum et les juges décident de placer ou non un suspect en fonction des éléments que les enquêteurs ont déjà trouvés. Mais dans les affaires de terrorisme, la durée est de 4 ans et les juges se demandent ce que les enquêteurs pourraient encore potentiellement trouver, au risque bien sûr d'emprisonner des gens sans raison a posteriori. Ce fut le cas pour Saliha Lebik, relaxée en 2007 de tous les chefs d'accusation retenus contre elle, après avoir passé 1 an en détention provisoire avec sa fille en bas âge, où elles ont toutes les deux contracté la tuberculose. Alors enfin, stade ultime, face aux procureurs et aux juges d'instruction, le droit à une défense effective ressemble davantage à une caricature de Charlie Hebdo qu'à un procès équitable. Henri de Beauregard, c'est un avocat commis d'office, donne dans le rapport une bonne image d'une affaire qu'il a dû traiter. Donc je le cite, « Il y a 7,5 mètres de dossier, 78 tomes, 325 kilos de papier. Cela représente 541 heures de lecture, c'est-à-dire 3 mois et demi. Les frais d'avocat de mon client se montent à 450 €. Donc, quand on fait le calcul, j'ai droit à 75 centimes d'euros par heure pour assurer sa défense. De surcroît, je n'ai pas bénéficié de 2 à 3 mois pour préparer mon réquisitoire, contrairement au procureur, mais d'1 mois et demi. L'avocat de la défense est donc dans l'impossibilité de faire son travail. » Alors je ne parlerai pas, par manque de temps, de l'usage des preuves obtenues sous la torture, des demandes d'actes d'enquête rejetées, ni de l'esprit de corps qui entrave l'autonomie des juges des libertés. À l'heure où le terrorisme islamiste attire toutes les attentions, ces pratiques ont évidemment un impact dramatique sur la communauté musulmane, déjà stigmatisée par le racisme ambiant. Ils génèrent de la méfiance, de la rancœur, de la haine vis-à-vis des autorités françaises et, bien sûr, facilitent le travail de recrutement des extrémistes. Bref, par ces abus, la lutte antiterroriste alimente précisément ce que la police est censée combattre. Le respect effectif des droits de l'homme et leur renforcement ne sont donc pas un obstacle à la lutte contre le terrorisme. Ils sont sa condition nécessaire. Mais ils ne sont pas suffisants. Ils laissent de côté toutes les autres injustices qui lui donnent naissance, comme toutes celles que nous aborderons dans la prochaine chronique. Merci Xavier. Merci Gaëtan.